En 1913, Carl Jung, l'un des psychiatres les plus respectés d'Europe, a commencé à ressentir quelque chose qui le terrifiait. Il avait des épisodes psychotiques alors qu'il était complètement éveillé. Des visions de déluge apocalyptique détruisant l'Europe. Des voix lui parlant dans des langues qu'il ne connaissait pas. Des entités apparaissant dans son bureau, prétendant exister indépendamment de son esprit. Il était confronté à un choix impossible. Première option, utiliser toutes les techniques psychiatriques qu'il connaissait pour supprimer ses expériences, se diagnostiquer comme schizophrène et sauver ce qui restait de sa réputation. Deuxième option, sombrer volontairement dans ce qu'il appelle la confrontation avec l'inconscient. Documenter tout ce qu'il rencontre, aussi insensé que cela puisse paraître, et risquer de ne jamais retrouver la raison. Jung a choisi la descendance. Pendant 6 ans, il a documenté son voyage dans un immense manuscrit enluminé qu'il a appelé « Liber Novus », le livre rouge. Il a peint ses visions. Il a parlé avec les entités. Il a enregistré des conversations avec des personnages qui lui ont appris des choses qu'il n'avait jamais apprises consciemment. Dans ses notes, Jung décrit comment il avait souvent l'impression que d'énormes blocs de pierre s'abattaient sur moi. Résister à ces tempêtes était une question de force brute. Ses collègues le croyaient devenu fou. Ses patients l'ont quitté. Mais Jung a continué à documenter, car il avait découvert quelque chose qui n'aurait pas dû être possible. Il a enfermé le livre rouge dans le coffre d'une banque suisse pendant 48 ans. Lorsqu'il a finalement été publié en 2009, il a révélé le savoir interdit qui est devenu le fondement de la psychologie analytique. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que Jung a découvert au cours de sa folie volontaire. Les 3 étapes de la mort psychologique, les 3 dangers qui l'ont presque tué, et comment vous pouvez utiliser sa méthode, si vous en comprenez les risques. Si vous êtes prêt à voir ce que Jung a trouvé dans les profondeurs, commentez. Je descends dans l'inconscient. Mais d'abord, vous devez comprendre ce qui a brisé Jung, car la même crise pourrait se développer en vous en ce moment même. Qu'est-ce qui pourrait briser l'un des esprits psychiatriques les plus brillants du XXe siècle? La réponse n'est pas celle que la plupart des gens pensent. Jung n'a pas craqué à cause d'un traumatisme ou du stress. Il a craqué à cause de ce qu'il appelait l'unilatéralité, la catastrophe psychologique qui survient lorsqu'on développe une partie de son psychisme si intensément que la partie opposée se rebelle violemment. Pendant des années, Jung avait agi uniquement par rationalité. Analyse, interprétation, diagnostic, théorie. Il avait bâti toute son identité sur son autorité psychiatrique. Dans son livre rouge, il écrirait plus tard qu'il avait dû se soumettre à l'humiliation de réaliser que je n'étais qu'un jouet entre les mains de forces plus fortes que ma volonté. Ce que Jung a découvert à travers son propre effondrement, c'est que la psyché fonctionne selon un principe de compensation. Lorsqu'on pousse trop loin dans une direction, l'inconscient finit par forcer la correction, violemment. Il avait ignoré son propre inconscient pendant des décennies, analysant celui des autres. Il avait appris à ses patients à intégrer leur ombre sans jamais intégrer la sienne. Il était le guide qui n'avait jamais entrepris ce voyage. Et en 1913, son inconscient a cessé de demander la permission. Les symptômes ont commencé par des visions éveillées. Jung marchait, pleinement conscient, et voyait soudain des inondations apocalyptiques détruire l'Europe, non pas par imagination, mais par de véritables hallucinations sensorielles. Le sang recouvrait le pays, la civilisation s'effondrait, la mort partout. C'était en 1913, 1 an avant le début de la Première Guerre mondiale. Puis des entités autonomes commencèrent à apparaître. Jung documenta des figures qui surgissaient simplement dans son bureau, non pas sous forme d'images mentales, mais comme des présences qu'il pouvait sentir, entendre, parfois presque voir. Elles portaient des noms, Philémon, K, Salomé, le Rouge,
Ce n'étaient pas des aspects de Jung. Elles se présentaient comme des êtres indépendants de ce que Jung appellerait plus tard l'inconscient collectif. Finalement, la désorientation psychologique totale est arrivée. Jung la décrivait comme une vie dans un état de tension constante. J'avais souvent l'impression que d'énormes blocs de pierre s'écroulaient sur moi. Une tempête après l'autre me submergeait. Il ne s'agissait ni de dépression ni d'anxiété. C'était ce que Jung appellerait plus tard une dissolution temporaire de l'ego, la structure défensive de la psyché s'effondrant sous la pression de contenus inconscients qu'elle ne pouvait plus contenir. Jung était confronté au choix auquel toute personne confrontée à une expérience intérieure bouleversante est confrontée: la soigner, la supprimer et retrouver un fonctionnement normal, ou y entrer volontairement, la documenter et risquer de ne jamais revenir. Il a choisi la seconde voie, qu'il a appelée la confrontation avec l'inconscient. Mais Jung a découvert quelque chose qui bouleverse notre compréhension de la crise psychologique. La descente n'était pas un chaos aléatoire. Elle comportait des étapes. Elle était structurée. Et si l'on comprenait cette structure, on pouvait la traverser sans être détruit. C'est ce que décrit le livre rouge, la carte de la mort psychologique à laquelle la plupart des gens ne survivent jamais. Jung a décrit 3 étapes distinctes dans sa confrontation avec l'inconscient. Chaque étape exigeait des capacités psychologiques différentes. Chaque étape détruisait une dimension différente de son identité. Et chaque étape révélait des connaissances auxquelles la seule pensée rationnelle n'aurait pas permis d'accéder. Comprendre à quelle étape on se trouve n'est pas seulement intéressant intellectuellement, cela détermine si l'on en ressort intégré ou brisé. Jung appelait cela « tuer le héros ». En décembre 1913, il développa une technique qu'il appellerait plus tard l'imagination active. Au lieu d'analyser ses visions de l'extérieur, il décida d'y entrer consciemment, de participer à son propre inconscient comme s'il s'agissait d'un domaine objectif. Il décrivit plus tard sa résolution: « Je voulais leur donner la parole, écouter ce qu'ils avaient à me dire. » La première entité qu'il rencontra s'appelait Philémon, un vieil homme aux ailes de martin pêcheur et aux cornes de taureau. Mais Philémon n'était pas un symbole créé par Jung. Philémon avait un pouvoir d'action. Il était en désaccord avec Jung. Il lui enseigna des choses que Jung ignorait consciemment. Dans ses notes, Jung écrivait « Philémon représentait une force qui n'était pas moi. Dans mes fantasmes, je discutais avec lui, et il disait des choses auxquelles je n'avais pas pensé consciemment. C'était l'exigence fondamentale de la première étape. Vous devez reconnaître que votre ego, la personnalité consciente que vous considérez comme « vous », ne constitue pas la totalité de votre psyché. Il existe d'autres centres de conscience fonctionnant de manière autonome. Jung en est venu à observer que l'ego est un complexe comme un autre. Il n'a aucun privilège particulier. C'est simplement le complexe qui vous est le plus familier. La mort psychologique, au stade 1, survient lorsque votre identité d'unique auteur de vos pensées, sentiments et comportements disparaît. Vous réalisez que vous n'êtes pas le maître de votre psyché. Vous n'êtes même pas Premier ministre. Vous n'êtes qu'une voix au sein d'un parlement dont vous ignoriez l'existence. La plupart des gens ne dépassent jamais le stade 1. Ils rencontrent du matériel psychologique autonome. Pensées intrusives, émotions envahissantes, voix, entité, et le qualifient immédiatement de pathologie. Ils le soignent, le suppriment, l'exilent. La démarche radicale de Jung a consisté à s'y intéresser. Il a posé des questions à Philémon. Il a écouté des réponses qui contredisaient ses croyances conscientes. Il a traité son inconscient comme s'il contenait une intelligence dépassant la compréhension de son ego. Mais la reconnaissance des complexes autonomes n'était qu'un début. La deuxième étape exigeait quelque chose de bien plus dangereux. Jung appelait cela « rencontre avec la mère terrible ».
À mesure que Jung s'enfonçait plus profondément, il rencontra non seulement des entités neutres, mais aussi sa propre obscurité rejetée, ce qu'il théoriserait plus tard comme l'ombre. Dans le livre rouge, Jung documente des conversations avec des figures incarnant des qualités qu'il avait rejetées toute sa vie professionnelle. La violence, la folie, la grandeur, la destruction, la sexualité brute, la cruauté. Une figure que Jung appelait le rouge représentait la force destructrice pure. Ses notes décrivent comment cette entité apparaissait comme une statue de pierre rouge et ses paroles étaient terribles à entendre. L'exigence de la deuxième étape était incontournable. On ne peut pas se contenter d'observer son ombre. Il faut interagir avec elle, lui parler, comprendre sa perspective, et plus dangereux encore, l'incarner temporairement. Jung écrira plus tard « On ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Cette dernière méthode, cependant, est désagréable et donc peu populaire. La mort psychologique au stade 2 survient lorsque votre identité morale disparaît. Tout ce que vous croyiez être une bonne personne, un professionnel civilisé, un être humain éthique, tout cela se révèle comme une mise en scène, une image construite pour masquer la totalité de ce que vous êtes réellement. Jung découvrit qu'il possédait la capacité de violence, de tyrannie, de toute la noirceur humaine qu'il analysait chez ses patients. Non pas comme un potentiel, mais comme une réalité psychologique vivante exigeant une intégration. Il pensait que l'ombre est un problème moral qui remet en question l'ego-personnalité dans son ensemble, car nul ne peut en prendre conscience sans un effort moral considérable. Mais voici ce que la plupart des gens oublient à propos du travail de l'ombre. Intégrer ne signifie pas agir selon ses impulsions. Cela signifie reconnaître leur existence, comprendre leur origine et leur donner une expression consciente sous forme symbolique, par l'art, l'imagination active, le rituel. Jung peignait ses visions, il sculptait des sculptures en pierre, il écrivait des dialogues entre son ego et ses ombres. Il donnait forme à l'obscurité sans la laisser s'emparer de son comportement. Voici la différence entre la méthode de Jung et la psychose. Dans la psychose, l'inconscient vous possède. Dans l'imagination active, vous engagez l'inconscient consciemment tout en préservant l'intégrité de l'ego. Mais même l'intégration de l'ombre n'était pas le niveau le plus profond. La troisième étape a révélé quelque chose qui ne devrait pas être possible selon la psychologie matérialiste. Jung appelait cela « entrer dans le plérôme ». C'est là que son expérience devient véritablement inexplicable par la psychologie conventionnelle. En descendant au-delà de son inconscient personnel, au-delà de son ombre individuelle, Jung a rencontré ce qu'il appelait des forces archétypales, des schémas psychologiques qui ne lui étaient hélas pas personnels, qui ne provenaient pas de son expérience de vie, mais qui semblaient être des modèles universels sous-jacents à toute conscience humaine. Il écrivit plus tard « Je n'étais plus seul avec moi-même et mon inconscient. L'inconscient collectif s'était ouvert. Il avait vu des mandalas, des symboles circulaires représentant la plénitude psychique avant même d'étudier les religions orientales. Il avait découvert des images gnostiques qu'il n'avait jamais lues. Il avait été confronté à des motifs mythologiques issus de cultures qu'il n'avait jamais étudiées. Lors d'une séance remarquable, Jung rencontra une figure qui lui révéla un symbolisme alchimique qu'il ne découvrirait dans les textes que des années plus tard. L'inconscient semblait contenir un savoir qu'il n'avait jamais acquis consciemment. Essayant d'y trouver un sens, Jung réalisa que « ma science était le seul moyen dont je disposais pour m'extraire de ce chaos. Je savais que de telles expériences n'appartenaient qu'à moi et que moi seul pouvait leur donner un sens. » L'exigence du stade 3 exige que vous acceptiez que votre psyché n'est pas seulement personnelle. Elle est liée à quelque chose de plus vaste. Un substrat psychologique collectif
contenant les schémas accumulés de l'expérience humaine à travers toutes les cultures et toutes les époques. La mort psychologique au stade 3 survient lorsque votre individualité meurt, non pas au sens où vous disparaissez, mais au sens où vous vous reconnaissez comme une expression particulière de force psychologique universelle qui existait avant vous et existeront après vous. Jung a observé que l'ego individuel n'est qu'un phénomène passager dans le flux éternel de la vie psychique. C'est le stade où l'on s'intègre et atteint ce que Jung appelle l'individuation, ou bien on s'enfle, s'identifiant aux énergies archétypales et se laissant envahir par la grandeur. Mais Jung a documenté une autre découverte, la technique qui lui a permis de traverser les 3 étapes sans perdre complètement la raison. Et cette technique, si vous la comprenez correctement, peut vous être utile pour votre propre intégration. Mais seulement si vous comprenez les dangers qui ont failli le tuer. Jung a survécu à sa confrontation avec l'inconscient. Nombre de ses patients ayant tenté un travail similaire n'y sont pas parvenus. Dans ses écrits ultérieurs, Jung a identifié 3 dangers spécifiques qui rendent le travail de type livre rouge psychologiquement mortel. Il a qualifié ce travail d'imagination active et a averti qu'une tentative prématurée ou sans préparation psychologique adéquate pouvait déclencher une psychose permanente. Comprendre ces dangers n'est pas facultatif si vous envisagez un travail sur l'inconscient profond. Ils font la différence entre transformation et destruction. Dans ses travaux théoriques ultérieurs, Jung écrivait que le danger réside dans le fait que l'ego s'identifie à l'archétype, ce qui conduit à une inflation qui coupe les relations humaines. Voici ce qui est arrivé à l'un des patients de Jung qui a tenté l'imagination active sans préparation adéquate. Un jeune homme commença à avoir des visions similaires à celles de Jung. Il rencontra une entité se présentant comme un « moi » supérieur, doté d'une connaissance cosmique. Au lieu de maintenir une distance critique, le patient s'identifia à cette entité. En quelques semaines, il se disait prophète. Il quitta son emploi, abandonna sa famille et commença à prêcher au coin des rues. Jung relatait comment il était devenu possédé par l'archétype du vieux sage. L'ego disparaissait derrière la figure archétypique. Le mécanisme fonctionne ainsi. Face à de puissants contenus inconscients, entités, visions, connaissances archétypales, votre ego peut s'enfler. Vous cessez de dire « j'ai vécu quelque chose de plus grand que moi » et commencez à dire « je suis quelque chose de plus grand que les humains normaux ». Jung l'a également observé. Durant sa période du livre rouge, il avait parfois l'impression d'accéder à la vérité ultime, d'être devenu plus qu'humain. Il se disait « j'ai dû faire un effort considérable pour garder les pieds sur terre ». La seule protection contre cela est ce que Jung appelait l'humilité consciente. Chaque fois que vous rencontrez quelque chose de puissant dans l'inconscient, vous devez vous rappeler consciemment « cela se produit à travers moi, non en tant que moi. J'observe des forces archétypiques, je ne les deviens pas. » Jung était catégorique. L'inconscient doit rester inconscient. Dès que vous vous identifiez à des contenus inconscients, vous perdez votre ego et devenez possédé. Le signal d'alarme est clair. Si vous commencez à croire que vous avez compris, que vous avez accès à des connaissances que les autres ignorent, que vous êtes plus évolué ou plus éveillé que la moyenne, vous vous gonflez d'orgueil. Arrêtez immédiatement. Jung décrivait le deuxième danger comme le risque de prendre le monde intérieur pour la réalité et le monde extérieur pour une illusion. Durant sa période du livre rouge, Jung peinait à distinguer la vérité symbolique de la vérité littérale. Ses visions de déluge apocalyptique en Europe étaient-elles des avertissements symboliques concernant un chaos inconscient ou de véritables visions prémonitoires de la Première Guerre mondiale? Les entités avec lesquelles il parlait, Philémon, Salomé, K, étaient-elles des êtres autonomes, existant dans un univers inconscient objectif,
Ou étaient-elles des constructions sophistiquées de sa propre psyché? Jung n'a jamais complètement résolu cette question. Dans ses écrits ultérieurs, il a maintenu ce qu'il a appelé une ambiguïté stratégique. Il traitait les figures inconscientes comme si elles étaient des êtres autonomes, sans jamais prétendre qu'elles existaient littéralement en dehors de sa psyché. Mais tous les patients de Jung n'ont pas conservé cet équilibre. Jung a documenté un cas troublant. Un patient a commencé à recevoir des messages par l'imagination active. Ces messages contenaient une véritable intuition psychologique. Mais peu à peu, le patient a cessé de faire la distinction entre communication symbolique et instruction littérale. L'inconscient lui a dit de quitter sa femme. Il l'a fait. L'inconscient lui a dit d'investir ses économies dans une entreprise spécifique. Il l'a fait. L'inconscient lui a dit qu'il avait été choisi pour une mission spéciale. Il y a cru pleinement. Jung a noté qu'il avait perdu la capacité d'évaluer la réalité. Tout ce que disait l'inconscient devenait vérité absolue. Il ne pouvait distinguer entre les directives symboliques et les instructions littérales. Le mécanisme est d'une simplicité trompeuse. L'inconscient parle en symboles, métaphores et langage archétypal. Il ne donne pas d'instructions littérales pour la réalité extérieure. Lorsqu'on commence à traiter les communications symboliques comme des ordres littéraux, on perd contact avec la réalité consensuelle. Jung était clair. L'inconscient est extrêmement important, mais il n'est pas infaillible. Il peut se tromper. Il peut induire en erreur. Il doit toujours être confronté à la réalité extérieure et à la pensée rationnelle. La protection vient du maintien de ce que Jung appelait la fonction transcendante, la capacité à maintenir en tension la rationalité consciente et la vérité symbolique inconsciente sans laisser l'une ou l'autre dominer complètement. Il l'a décrit ainsi: il faut garder un pied fermement ancré dans la réalité extérieure, tandis que l'autre s'enfonce dans l'inconscient. Si les deux pieds quittent le sol, on sombre dans la psychose. Le signal d'alarme est tout aussi clair. Si vous commencez à prendre des décisions importantes en vous basant uniquement sur des visions, des messages ou des sentiments intérieurs, sans analyse rationnelle, arrêtez. Si vous privilégiez l'expérience intérieure aux relations extérieures, au travail ou à la santé, arrêtez. Jung a identifié l'issue la plus dangereuse comme étant celle où l'ego peut être tellement submergé par des contenus inconscients qu'il se brise sans jamais pouvoir être reconstruit. Il s'agit d'un effondrement psychologique complet sans retour à une conscience fonctionnelle de l'ego. Jung lui-même a frôlé la catastrophe. Après la crise de 1913, il a réalisé « Je vivais dans un état de tension permanente. Je ne supportais plus la vue d'un patient. Je me sentais comme sous une pression intérieure incessante. Pendant des mois, Jung a été incapable de travailler, à peine capable de fonctionner. Son ego, sa capacité à penser rationnellement, à prendre des décisions et à s'autodiriger, peinait à tenir le coup sous l'afflux massif de données inconscientes. Il a survécu grâce à un facteur. Il n'a jamais cessé de documenter. Écrire, peindre et sculpter ses visions créait un cadre qui empêchait une dissolution complète de l'ego. Jung remarquait « Ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir pu comprendre que j'observais un processus psychologique, même en plein cœur de celui-ci. » Mais Jung a documenté des patients qui n'ont pas eu cette chance. Une patiente a tenté l'imagination active, s'est retrouvée confrontée à un matériel archétypique accablant et n'a pas pu maintenir l'intégrité de son ego. Sa personnalité s'est fragmentée en de multiples sous-personnalités autonomes. Elle ne s'est jamais réintégrée. Jung a qualifié ce phénomène de rupture schizophrénique permanente. Le mécanisme est d'une simplicité déconcertante. L'ego est une unité construite, un sentiment de soi cohérent qui organise l'expérience. Lorsqu'on est submergé trop rapidement par un contenu inconscient, l'ego ne peut l'intégrer.
Il se fragmente. Jung observait « L'ego est comme un barrage qui retient l'océan de l'inconscient. Si on le retire d'un coup, le flot détruit tout. Il faut créer des ouvertures progressivement, en relâchant la pression lentement, jamais plus vite que l'ego ne peut l'intégrer. La seule protection réside dans le timing. Ne tentez jamais de travailler l'inconscient en profondeur en période de stress intense, de traumatisme ou d'instabilité psychologique. Jung était catégorique. Il faut un ego fort pour pouvoir aborder l'inconscient en toute sécurité. Paradoxalement, il faut être psychologiquement sain avant d'entreprendre un travail de guérison. Le signe avant-coureur exige une action immédiate. Si vous souffrez d'une dissociation persistante, d'une confusion d'identité, d'une incapacité à fonctionner dans la vie quotidienne, ou si vous avez l'impression que votre personnalité se fragmente, arrêtez immédiatement tout travail inconscient et demandez l'aide d'un professionnel. Le dernier avertissement de Jung concernant sa période du livre rouge était édifiant. « Je ne souhaite à personne une telle expérience. Elle m'a presque détruit. J'ai survécu uniquement parce que j'ai conservé ma formation clinique et mes responsabilités familiales comme point d'ancrage à la réalité extérieure. C'est pourquoi Jung a gardé le livre rouge secret pendant 50 ans. Non pas par honte, mais parce qu'il savait que d'autres tenteraient de reproduire son parcours sans en comprendre les dangers. Mais pour ceux qui sont véritablement préparés, dotés d'un ego solide et d'un soutien psychologique adéquat, Jung a développé une méthode plus sûre pour accéder à l'inconscient. Et cette méthode, pratiquée correctement, peut conduire à l'intégration qu'il appelle l'individuation. Après sa période du livre rouge, Jung a passé des décennies à peaufiner sa technique pour en faire ce qu'il appelait l'imagination active, une méthode systématique permettant d'interagir avec l'inconscient sans déclencher de psychose. Mais voici ce que la plupart des gens oublient. Jung n'a pas enseigné cette méthode à tout le monde. Il était clair, l'imagination active n'est pas pour tout le monde. Elle requiert maturité, stabilité psychologique et capacité à garder une distance critique. Pour ceux qui remplissent les conditions, la méthode de Jung offre un chemin vers les mêmes perspectives que lui, sans les 6 années de quasi-folie qu'il a traversées. La méthode comporte 4 phases distinctes, chacune comportant des techniques et des pièges spécifiques. Sauter une phase ou précipiter le processus risque de déclencher les mêmes dangers que ceux évoqués précédemment. Jung a décrit la première étape comme la création d'un espace vide où l'inconscient peut émerger. La plupart des gens n'y parviennent jamais, car leur esprit conscient est constamment occupé à planifier, analyser, s'inquiéter, se souvenir. L'inconscient ne peut pas parler tant que l'ego ne cesse de parler. La technique développée par Jung est d'une simplicité trompeuse, mais remarquablement difficile. Trouver la solitude complète. Pas de téléphone, pas de musique, pas de lecture, pas d'influence extérieure. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement, mais pas au point de vous endormir. Fermez les yeux. N'essayez pas de méditer ou de faire le vide dans votre esprit. C'est une autre pratique. Observez simplement ce qui surgit. Images, sentiments, mots, sensations. Ne les jugez pas, ne les analysez pas, n'essayez pas de leur donner un sens. Jung insistait sur le fait qu'il fallait laisser les choses se produire, les observer, ne pas intervenir. C'est plus difficile qu'il n'y paraît, car l'ego cherche à contrôler, à comprendre, à catégoriser. Après 10 à 20 minutes d'observation pure, quelque chose émergera, différent des pensées habituelles. Jung le décrivait comme ayant une qualité différente, plus vivant, plus autonome, plus surprenant que les productions de votre esprit conscient. La distinction essentielle ici est qu'il ne s'agit pas de visualisation. Vous ne créez pas d'image délibérément, vous créez un espace pour qu'elles surgissent d'elles-mêmes. Jung a observé que lorsque vous visualisez, vous êtes encore sous le contrôle de votre ego.
Dans l'imagination active, quelque chose d'autre produit les images, et vous les regardez se déployer. L'erreur la plus courante consiste à vouloir forcer des visions ou à fabriquer des expériences significatives. Jung nous a avertis, « Si rien ne vient, rien ne vient. On ne peut forcer l'inconscient à parler. Il faut parfois des semaines de pratique quotidienne avant que quelque chose émerge. » Le succès se manifeste ainsi. Une image, une figure ou une sensation apparaît et vous surprend. Quelque chose que vous n'auriez pas choisi consciemment. Quelque chose qui semble avoir sa propre influence. Jung a documenté l'expérience d'une patiente. Une femme pratiquant l'imagination active a soudainement vu une vieille femme en haillons tenant une lanterne. La patiente n'avait pensé ni à des vieilles femmes, ni à des lanternes. L'image est simplement apparue, pleinement formée, avec sa propre présence. C'est alors que l'on passe à la phase 2. Jung a décrit la deuxième étape comme « donner la parole à la figure inconsciente », mais il faut aussi préserver la sienne. C'est là que la plupart des gens échouent. Soit ils tentent de contrôler la figure, la forçant à dire ce qu'ils veulent, soit ils se laissent posséder par elle, perdant totalement conscience de leur ego. La méthode de Jung exige un équilibre précis, le dialogue. La technique se déroule ainsi. Dès qu'une figure apparaît, adressez-vous directement à elle. Demandez-lui « Qui êtes-vous ? Que désirez-vous ? Pourquoi êtes-vous apparu ?» Puis, et c'est crucial, attendez la réponse. N'inventez rien. Ne remplissez pas le silence avec votre propre voix. Attendez que la figure réponde. Jung était clair. La réponse viendra, mais ce ne sera pas celle que vous diriez consciemment. Elle vous surprendra. Elle contredira souvent vos croyances conscientes. Son exemple tiré du livre rouge illustre parfaitement cela. Lorsque Jung demanda à Philémon « Es-tu réel ?» Philémon répondit « Je suis aussi réel que toi. » Nous sommes tous deux des faits psychologiques. Jung n'avait pas consciemment décidé cette réponse. Philémon l'avait dite et Jung l'avait reçue. Le dialogue se poursuit, vous répondant, la figure répondant dans les deux sens. Maintenant, la distinction entre vous, l'ego conscient, et elle, la figure inconsciente. Jung a décrit comment cela ressemble à une conversation avec une autre personne, mais cette personne est dans votre psyché. C'est désorientant au début. On pense souvent qu'ils inventent. Mais, si vous inventez, pourquoi la figure dit-elle des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord ? La mesure de sécurité essentielle tout au long de ce processus est de rester conscient de son corps physique. Jung recommandait à ses patients de garder la sensation dans les mains et les pieds. Cela vous ancre dans la réalité extérieure tout en explorant la réalité intérieure. Si vous perdez conscience de votre corps, si vous avez l'impression d'être complètement à l'intérieur de la vision, sans aucun ancrage à la réalité extérieure, arrêtez immédiatement. Vous entrez dans la dissociation. Ce que révèle cette figure peut être surprenant. D'après l'expérience de Jung et de ses patients, ces figures révèlent souvent des vérités psychologiques auxquelles vous n'aviez pas accès consciemment. L'ombre d'un patient lui a dit « Vous vous targuez d'être honnête, mais vous mentez constamment, mais pas avec des mots. Vous mentez par votre silence, parce que vous ne dites pas. » Le patient se croyait consciemment totalement honnête. Mais l'ombre avait raison. Il évitait les conversations difficiles, taisait la vérité pour préserver la paix, manipulait par un silence stratégique. Ce type d'intuition, inconfortable, précise, indéniable, naît de l'interaction avec des contenus inconscients autonomes. Mais le dialogue seul ne suffit pas à l'intégration. La phase 3 exige quelque chose de plus dangereux. Jung enseignait que la troisième étape consiste à donner forme au contenu inconscient dans le monde extérieur, par l'art, le mouvement, le rituel ou l'action symbolique. C'est ce que Jung a fait avec son livre rouge.
Il n'a pas seulement eu des visions, il les a peintes, il les a gravées dans la pierre, il leur a donné une forme physique. La nécessité de cette étape devient évidente lorsque l'on comprend l'observation de Jung. Tant que les contenus inconscients demeurent purement internes, ils restent séparés de la conscience. Pour les intégrer, il faut les intégrer à la réalité extérieure sous forme symbolique. La technique est simple, mais exige un engagement. Prenez une figure ou une image issue de votre imagination et créez-la, peignez-la, dessinez-la, écrivez ses mots, dansez son énergie, sculptez sa forme. Le médium importe peu. Ce qui compte, c'est de traduire le contenu symbolique interne en une forme symbolique externe. Jung soulignait « Ce n'est pas de l'art-thérapie. Vous ne vous exprimez pas. Vous donnez corps à des contenus inconscients autonomes dans le monde physique. » Son livre rouge contient des centaines de pages enluminées, des peintures de mandalas, de figures, de symboles et de paysages issus de ses visions. Jung a consacré des années à ces peintures, travaillant souvent en totale absorption, comme si les images se peignaient à travers lui. Mais voici pourquoi c'est dangereux. Lorsqu'on incarne des contenus inconscients, on les devient temporairement. Jung nous a avertis. En peignant Philémon, je me suis senti devenir Philémon. En sculptant la statue de pierre, j'ai senti l'énergie destructrice circuler dans mes mains. Il s'agit d'une possession temporaire, contrôlée, consciente, contenue. Mais cela reste une possession. La seule mesure de sécurité réside dans des limites de temps strictes. Jung recommandait de ne jamais consacrer plus de 2 à 3 heures par jour à un travail d'imagination active. Ne faites jamais ce travail en cas d'instabilité psychologique. Reprenez toujours votre conscience et vos activités normales par la suite. L'effet obtenu est profond. En donnant une forme physique au contenu inconscient, vous créez ce que Jung appelait un contenant. L'énergie ne circule plus uniquement de manière interne, vous submergeant. Elle a un lieu où aller, une forme à prendre, un corps symbolique qui satisfait son besoin d'être reconnu. Jung a documenté l'expérience d'une patiente. Une femme souffrant d'une anxiété accablante ne parvenait pas à en identifier la source. Grâce à une imagination débordante, une silhouette émergea. Un animal en cage, affolé, cherchant désespérément à s'échapper. Elle peignit l'animal à plusieurs reprises. Chaque tableau lui permit d'explorer l'énergie emprisonnée. Finalement, la silhouette se transforma. La cage s'ouvrit. L'animal se calma. Son anxiété disparut. Ce travail symbolique engendre un changement psychologique. Mais il ne sera achevé qu'à la phase 4. Jung décrivait l'étape finale comme la compréhension de ce que l'inconscient révèle et son intégration à la vie consciente, sans inflation, sans possession, sans perdre contact avec la réalité extérieure. Après des semaines, voire des mois, de travail d'imagination actif, vous dialoguerez avec de multiples figures inconscientes, peintures, écrits ou sculptures représentant des contenus inconscients et des intuitions qui remettront en question vos croyances conscientes. Vient maintenant le plus difficile. Que faire de tout cela ? La technique recommandée par Jung consiste à écrire ce qu'il appelle un commentaire, une analyse rationnelle de tout ce que l'inconscient révèle. Il insiste sur le fait qu'il faut remettre son esprit critique en marche. Que disent réellement ces chiffres ? Quels schémas en ressortent ? Quel impact cela a-t-il sur votre façon de vivre ? Il ne s'agit pas d'expliquer l'expérience, mais de traduire la vérité symbolique en sagesse pratique. L'exemple de Jung l'illustre. Philémon lui a enseigné que les pensées et les sentiments ne sont pas générés par l'ego. Ils naissent de manière autonome de l'inconscient, et l'ego les reçoit. Cette prise de conscience a transformé toute l'approche thérapeutique de Jung. Il a cessé de chercher à fixer les pensées de ses patients et leur a appris à écouter ce que leur inconscient tentait de communiquer. Le processus d'intégration nécessite de confronter les prises de conscience à la réalité extérieure.
Jung posait une question simple. Cette prise de conscience vous rend-elle plus ou moins fonctionnelle? Plus connecté aux autres ou plus isolé? Plus capable d'aimer et de travailler? La définition freudienne de la santé mentale? Ou moins capable? Si les prises de conscience inconscientes améliorent vos relations, votre travail, votre capacité à vivre, elles s'intègrent avec succès. Si elles vous enflent, vous mettent en retrait ou vous rendent dysfonctionnel, vous êtes possédé, non intégré. Le dernier principe fondamental sur lequel Jung insistait était de maintenir la vie ordinaire comme point d'ancrage. Il confiait « J'ai maintenu ma pratique clinique tout au long de ma période du livre rouge. Je suis resté mari et père. Ces activités ordinaires m'ont maintenu ancré dans la réalité consensuelle lorsque mon monde intérieur menaçait de me consumer complètement. » Le paradoxe devient évident. Il faut une vie normale pour explorer en toute sécurité une conscience anormale. Sans cet ancrage, on sombre dans la psychose. C'est la méthode complète de Jung. Le même processus qui l'a mené des confins de la folie au fondement de la psychologie analytique. Mais comprendre la méthode ne signifie pas savoir si l'utiliser est judicieux. Car Jung a étudié des personnes qui ont tenté des parcours similaires à travers l'histoire, et la plupart d'entre elles n'en sont pas sorties indemnes psychologiquement. Après sa période du livre rouge, Jung a passé des décennies à étudier des personnages historiques ayant vécu des confrontations similaires avec l'inconscient. Il voulait comprendre qu'est-ce qui détermine si une personne en ressort intégrée ou détruite. Deux cas révèlent la réponse, et la différence tient à un facteur que la plupart des gens ne prennent jamais en compte. Friedrich Nietzsche a accédé aux mêmes profondeurs inconscientes que Jung explorerait plus tard. Sa philosophie est née de rencontres directes avec des forces archétypiques, le surhomme, l'éternel retour, la volonté de puissance, qui n'étaient pas des constructions intellectuelles. Il s'agissait de réalités psychologiques vivantes, dont Nietzsche faisait l'expérience. Jung a écrit à propos de Nietzsche. Il fut saisi par des contenus archétypiques d'une force immense. Mais il ne possédait aucune méthode pour les contenir, aucune technique pour les intégrer et, plus fatalement, aucun point d'ancrage à la vie humaine ordinaire. L'examen des détails révèle clairement ce qui a mal tourné. Premièrement, Nietzsche n'avait aucune méthode. Il n'avait pas consciemment décidé d'explorer l'inconscient. Celui-ci avait fait irruption en lui, et il n'avait aucun cadre pour comprendre ce qui se passait. Il pensait découvrir la vérité philosophique. Jung, quant à lui, réalisait qu'il était possédé par des forces archétypiques. Deuxièmement, Nietzsche n'avait aucun lien humain. Il vivait dans un isolement croissant, coupant les ponts avec ses amis, sa famille et ses collègues. Lorsque l'inconscient le submergeait, il n'avait aucun lien extérieur pour l'ancrer dans la réalité consensuelle. Jung observait que Nietzsche écrivait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Mais il avait tort. Ce qui l'avait accablé l'avait tué, psychologiquement. À 44 ans, il a connu une crise psychotique totale dont il ne s'est jamais remis. Les 11 dernières années de la vie de Nietzsche dressent un tableau tragique, catatonique, non-verbal, pris en charge par sa mère et sa sœur. Son esprit s'est effondré sous le poids d'un inconscient qu'il n'a pas pu intégrer. L'analyse de Jung était précise. Nietzsche s'identifiait à l'archétype du surhomme. Il cessa d'être Friedrich Nietzsche et fut possédé par l'idée du surhomme. Lorsqu'on s'identifie à un archétype, l'ego disparaît. Ce qui reste n'est pas une personne, c'est le porte-parole de forces inconscientes. L'avertissement est clair, Nietzsche était sans doute plus brillant que Jung. Ses réflexions philosophiques étaient profondes. Mais l'intelligence ne vous protège pas de la destruction psychologique. Sans méthode, sans connexion humaine, sans intégration consciente, l'inconscient vous détruira. Sainte Thérèse d'Avila, mystique catholique du XVIe siècle,
a vécu des expériences remarquablement similaires à celles de la période du livre rouge de Jung. Visions, conversations avec des entités, rencontres avec des forces archétypales qui, psychologiquement, n'auraient pas dû être possibles. Mais contrairement à Nietzsche, Thérèse a survécu intégrée. Jung a écrit à propos de Thérèse « Elle a conservé ce que j'appelle la fonction transcendante, la capacité d'expérimenter le lumineux tout en restant ancrée dans la réalité concrète. » Qu'a fait Thérèse différemment ? La réponse révèle la clé cachée de la survie. D'abord, elle avait une méthode. La mystique catholique lui offrait un cadre, prière, contemplation, accompagnement spirituel. Elle ne pensait pas devenir folle. Elle concevait ses expériences comme des rencontres avec le divin, ce qui lui fournissait un espace pour un contenu psychologique bouleversant. Jung observait « Peu importe qu'on appelle ces expériences Dieu, l'inconscient ou force archétypale. L'important est d'avoir un cadre qui leur donne du sens sans déclencher de panique existentielle. » Deuxièmement, elle entretenait des liens humains. Thérèse fonda des couvents, dirigea des communautés et entretint une correspondance avec des centaines de personnes. Même lors de ses expériences mystiques les plus intenses, elle demeurait ancrée dans la vie humaine ordinaire. Elle écrivit cette phrase célèbre « Dieu marche parmi les casseroles et les poêles », signifiant ainsi que le sacré est indissociable de la vie ordinaire. On peut rencontrer le lumineux en faisant la vaisselle, en gérant un couvent ou en s'occupant de personnes difficiles. Jung a noté que Teresa n'a jamais été enflée. Elle n'a jamais prétendu être plus qu'un être humain imparfait ayant des expériences de quelque chose de plus grand. Cette humilité, l'humilité consciente, est ce qui empêche l'inflation et la possession. Troisièmement, elle a documenté et analysé ses expériences. Teresa a abondamment écrit sur ses états mystiques, les catégorisant, les analysant et élaborant une typologie de l'expérience spirituelle. Ce travail est remarquablement similaire à celui de Jung avec son livre rouge. Jung observait que l'acte de documenter crée une distance psychologique. Lorsque l'on documente, on est à la fois participant et observateur. Cela empêche une possession totale. On maintient une conscience témoin qui peut dire « cela m'arrive » plutôt que « c'est moi ». Le résultat est éloquent. Thérèse a vécu jusqu'à 67 ans, a fondé 17 couvents, a écrit de nombreux ouvrages, a entretenu des relations et est restée psychologiquement intégrée jusqu'à sa mort. Ses expériences mystiques ne l'ont pas détruite. Elles ont enrichi son œuvre. Jung a conclu « Thérèse a atteint ce que j'appelle l'individuation, l'intégration de contenus inconscients dans une personnalité consciente, sans inflation, sans possession et sans perte de liens humains. » Alors, qu'est-ce qui a réellement séparé la destruction de Nietzsche de l'intégration de Thérèse ? Jung a identifié un facteur crucial, l'ancrage dans la vie humaine ordinaire. Il écrivait que plus votre confrontation avec l'inconscient est grande, plus votre connexion à la réalité ordinaire devient importante. L'expérience mystique doit être contrebalancée par une responsabilité profane. La rencontre archétypique doit être ancrée dans la relation humaine. Nietzsche s'est coupé de la vie ordinaire. Il croyait que son génie philosophique l'élevait au-dessus des préoccupations humaines normales. Cet isolement a permis aux forces archétypiques de le posséder totalement. Thérèse est restée ancrée dans la vie ordinaire. Elle dirigeait des organisations, encadrait des personnes difficiles, gérait la politique ecclésiastique et entretenait des amitiés. L'ordinaire l'a ancrée là où l'extraordinaire menaçait de la consumer. La conclusion de Jung était sans appel. On ne peut s'individuer seul. La personne individualisée ne se retire pas du monde. Elle s'y engage plus consciemment. L'individuation vous rend plus humain et non moins. C'est pourquoi Jung a maintenu sa pratique psychiatrique tout au long de sa période du livre rouge. Pourquoi il est resté mari et père.
Pourquoi il a gardé un pied fermement ancré dans la réalité consensuelle, tandis que l'autre explorait les profondeurs de l'inconscient? Et cela nous ramène à Jung lui-même. Que s'est-il passé après 6 ans de confrontation avec l'inconscient? Le résultat révèle tout sur la valeur du risque encouru. En 1919, après 6 années de folie documentée, quelque chose changea. Jung écrira plus tard: « Les années où je poursuivais mes images intérieures furent les plus importantes de ma vie. C'est là que tout l'essentiel se décida. » Ce qui était ressorti de ces 6 années n'était pas un homme brisé. C'était le fondement de la psychologie analytique. Les théories qui allaient influencer la psychiatrie, l'art, la littérature et la culture du siècle suivant. Jung a d'abord développé sa théorie des archétypes, des schémas psychologiques universels présents dans l'inconscient collectif. Cette théorie ne provenait ni de lecture, ni de spéculation intellectuelle, mais de sa rencontre directe avec Philémon, Salomé, K et les autres figures autonomes issues de ses visions. Jung a déclaré « Je n'ai pas inventé le concept d'archétype. Je les ai découverts en les expérimentant comme des réalités vivantes dans ma propre psyché. » Deuxièmement, Jung a développé l'imagination active comme technique thérapeutique. Il a commencé à enseigner à des patients soigneusement sélectionnés comment mobiliser leur inconscient sans déclencher de psychose. Son taux de réussite était remarquable. Des patients ayant suivi une analyse pendant des années sans progrès obtenaient des résultats en quelques mois seulement après avoir appris l'imagination active, mais seulement ceux que Jung jugeait suffisamment stables psychologiquement pour s'y essayer. Troisièmement, Jung a développé sa théorie de l'individuation, le processus par lequel on devient un soi complet et intégré plutôt qu'un ensemble fragmenté de complexes concurrents. Il a décrit simplement « L'individuation ne signifie pas devenir parfait, elle signifie devenir entier. Intégrer son ombre, ses aspects de sexe opposé, ses contenus inconscients personnels et collectifs en une personnalité unifiée capable d'évoluer consciemment dans le monde. » La transformation s'est étendue à tous les aspects de sa vie. Sur le plan relationnel, le mariage de Jung a survécu, bien que profondément transformé. Emma Jung est devenue analyste, étudiant finalement l'anima et l'animus. Ils ont développé ce que Jung appelait un partenariat psychologique. 2 personnes individualisées entretenant des relations conscientes plutôt que de se projeter inconsciemment l'une sur l'autre. Grâce à son travail, la pratique de Jung connut un essor considérable. Des personnes du monde entier vinrent étudier auprès du psychiatre qui était descendu dans son propre inconscient et en revint avec une carte. Non, il forma des générations d'analystes qui diffusèrent la psychologie jungienne à l'échelle mondiale, créant ainsi un mouvement qui perdure encore aujourd'hui. Mais surtout, la transformation intérieure fut permanente. Jung rapporta qu'après 1919, il n'eut plus jamais l'occasion de ressentir les éruptions inconscientes, bouleversantes de sa période du livre rouge. Il remarqua « Une fois que vous avez consciemment intégré des contenus inconscients, ils cessent de vous posséder. L'ombre qui vous contrôlait depuis les ténèbres devient une source d'énergie accessible consciemment. L'anima projeté sur chaque femme devient un guide intérieur vers vos propres profondeurs psychologiques. » Vers la fin de sa vie, Jung écrivit son autobiographie « Souvenirs, rêves, réflexions ». Il y réfléchit avec une clarté remarquable sur sa période du livre rouge. Les années dont je vous ai parlé, durant lesquelles je poursuivais les images intérieures, furent les plus importantes de ma vie. Tout le reste en découle. Tout ce qui suivit ne fut que classification extérieure, élaboration scientifique et intégration à la vie. Mais le commencement, lumineux, qui contenait tout, était alors. Il n'a jamais regretté cette chute. Il n'a jamais regretté d'avoir refoulé ses visions,
et d'avoir conservé une vie professionnelle confortable. Mais il n'a jamais encouragé personne à reproduire son parcours sans y être véritablement préparé. Jung était catégorique. Je ne recommanderais à personne de suivre mon chemin. Il est trop difficile, trop solitaire, trop dangereux. Mais pour ceux qui doivent le suivre, pour ceux dont l'inconscient est déjà en éruption et ne peut plus être réprimé, comprendre le processus peut faire la différence entre destruction et transformation. Le changement clé qui a rendu tout possible était simple mais profond. Jung a cessé de percevoir ses visions comme un problème à résoudre ou un symptôme à supprimer. Il a appris à les considérer comme des communications provenant d'une couche psychique plus profonde et plus ancienne que sa personnalité consciente. Des communications qui, bien comprises et intégrées, contenaient une sagesse à laquelle sa conscience égotique ne pouvait accéder seule. Ceci représente la découverte ultime de Jung, l'intuition qui a justifié 6 années de folie. Votre inconscient n'est pas votre ennemi. Ce n'est pas un réservoir de pathologie prêt à vous corrompre. C'est une intelligence plus profonde, parfois plus sage, parfois plus primitive, toujours plus compréhensive que votre conscient, qui tente de vous guider vers la plénitude. Votre inconscient n'est pas quelque chose à craindre. Il faut l'interagir consciemment, prudemment, avec une préparation et un ancrage adéquat. Vous n'êtes pas brisé parce que vous ressentez un contenu intérieur bouleversant. Vous n'êtes pas fou parce que vous percevez des réalités que les autres ne perçoivent pas. Vous ne perdez pas la raison parce que des pensées, des sentiments ou des images autonomes surgissent sans que vous les ayez créées consciemment. Vous êtes ce que Jung a documenté tout au long de sa période du Livre rouge, un être humain dont la psyché est plus profonde, plus complexe et plus puissante que la tranche étroite de conscience que l'on vous a appris à identifier comme vous. La question n'est pas de savoir si votre inconscient parlera, il parle déjà. À travers vos rêves, vos symptômes, vos schémas récurrents, vos déclencheurs, l'art qui vous touche, les relations qui vous habitent. La question est, allez-vous apprendre la méthode de Jung pour l'aborder consciemment? Ou continuerez-vous à le réprimer jusqu'à ce qu'il éclate comme il l'a fait chez Jung en 1913? Le Livre rouge de Jung propose un cheminement depuis la possession inconsciente jusqu'à l'intégration consciente, du contrôle exercé par des complexes autonomes à la relation consciente avec eux, de la fragmentation psychologique à ce que Jung appelait l'individuation, devenir entier. Mais ce chemin n'est pas pour tout le monde. Jung était clair à ce sujet. Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Mais ce privilège exige du courage, le courage de descendre au plus profond de soi, le courage d'affronter ce qu'on y trouve et le courage de l'intégrer à sa vie consciente. Si vous vous reconnaissez comme quelqu'un dont l'inconscient est déjà en ébullition, dont la vie intérieure est bouleversante, dont les rêves et les visions exigent votre attention, vous n'êtes pas seul. Jung a été le premier à emprunter ce chemin, à tout documenter et à créer une méthode pour ceux qui doivent le suivre. Commentez ci-dessous quelle étape de la descente de Jung résonne le plus avec vous. L'étape 1 pour reconnaître les complexes autonomes, l'étape 2 pour affronter votre ombre ou l'étape 3 pour accéder à l'inconscient collectif. Construisons une communauté de personnes effectuant un travail d'intégration consciente au lieu de souffrir de possession inconsciente. Si cette plongée dans les découvertes interdites de Jung a élargi votre compréhension, cliquez sur « J'aime ». Vous rejoignez les rares personnes qui comprennent que l'inconscient n'est pas une pathologie, mais une profondeur. Abonnez-vous pour en savoir plus sur les idées les plus dangereuses de la psychologie, les théories qui ne peuvent pas être enseignées dans les universités, parce qu'elles nécessitent une expérience vécue et pas seulement une compréhension intellectuelle. Et si vous êtes prêt à explorer la méthode de Jung pour intégrer votre ombre, la partie de vous-même que vous avez rejetée toute votre vie,
Regardez cette prochaine vidéo dans laquelle je révèle le processus d'intégration de l'ombre en 4 étapes de Jung et pourquoi le tenter prématurément peut déclencher une dissolution de l'identité. Votre inconscient a essayé de vous parler toute votre vie. Le livre rouge de Jung prouve qu'il est possible de l'écouter sans devenir fou. La question est, êtes-vous prêt à descendre au plus profond de vous-même? Merci d'avoir regardé. À bientôt dans la prochaine dimension.